Hello Top Top Mom! Aujourd'hui, épisode numéro 28, on se parle du changement d'heure, ce passage obligé qui pourrait affecter les habitudes de sommeil de ton enfant. Un peu de théorie, mais surtout plein de trucs pratico-pratiques pour mieux t'accompagner à travers ce changement d'heure automnal. Let's go! C'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Eh oui, Top Top Mom, nous voici déjà à ce temps de l'année où on se parle du changement d'heure. Chose qui revient beaucoup trop rapidement dans la vie, au quotidien avec nos familles et qui revient quand même relativement souvent dans le calendrier éditorial de Beden Aubaine. 2 fois par année, c'est ce qu'on peut appeler un sujet récurrent. À chaque année, je me sens obligée de te parler du changement d'heure. Pourquoi? Parce que le changement d'heure, souvent, va affecter les clientèles qui sont déjà un peu plus vulnérables qu'un humain moyen. Ceux qui ont de la difficulté à s'adapter, ceux qui ont des horaires rigides, ceux qui sont un petit peu plus, disons-le, fragiles, ont souvent des impacts un peu plus grands avec le fameux changement d'heure. Donc, c'est de mon devoir, moi, porte-étendard du sommeil des enfants. Bon, mon Dieu. Je suis en train de me lancer des fleurs beaucoup trop importantes ici, mais peu importe. C'est un sujet que j'aime bien aborder parce que je sais que tu peux te poser des questions, que tu aimerais aider ton enfant à passer à travers ce passage obligé de façon un petit peu plus douce pour son sommeil à lui, donc en l'occurrence aussi le tien. Donc, c'est un sujet que j'aime bien aborder parce que j'espère que ça t'amènera une dose de douceur et un peu de compréhension quant au changement d'heure qui arrive 2 fois par année. Bon, déjà en partant, dans les premières secondes, on va mettre au clair quelque chose qui est très, et j'invente un mot, confusant pour tout le monde. OK? On recule-tu ou on avance l'heure? Oh mon Dieu! OK? Donc, novembre, recule. Ça dit, novembre, on recule l'heure. Au mois de mars, avance l'heure. OK? Là, à l'automne, on revient à l'heure normale. Et au printemps, on avance l'heure parce que, hey, ça s'appelle l'heure avancée. Fait que là, théoriquement, comme j'en parle à chaque année et que tu prends le temps d'écouter cet épisode de balado, et je te remercie pour ça, là, il devrait plus y avoir de confusion dans ta tête. OK? Puis là, on est vraiment chanceux parce que maintenant, nos téléphones intelligents ajustent l'heure automatiquement. On n'a même plus besoin d'y penser. Tu te lèves le matin, l'heure est déjà ajustée. Malheureusement, ça s'ajuste pas de même chez nos enfants et leur sommeil. C'est pour ça qu'on va se parler aujourd'hui du fameux changement d'heure automnal pour t'aider à mieux accompagner ton enfant à travers ce passage obligé. Bon, je me sens obligée. Tantôt, je me suis autoproclamée porte-étendard du sommeil des enfants, ce qui était vraiment des grandes chaussures à chausser. Je suis pas certaine que je suis prête. Je me vais retirer un peu. Je vais prendre un step back par rapport à ce gros énoncé-là qui me donne trop d'importance, que je ne veux absolument pas. Mais j'aimerais qu'on se parle d'une chose, c'est que le changement d'heure en 2024 est quelque chose qui est rendu complètement désuet. Nous n'aurions plus besoin de ce fameux changement d'heure. Alors, si ma voix peut interpeller le gouvernement canadien, parce que le changement d'heure, c'est quelque chose qui est géré, qui est d'importance fédérale. C'est canadien, c'est pas provincial. Donc, c'est pas M. Legault, ce serait M. Trudeau. Il faudrait qu'il écoute ce balado-là. Si on peut interpeller les instances politiques, parce que oui, le changement d'heure a quelque chose de politique. Hein? Il y a avec les fuseaux horaires, avec les communications interpays, mais beaucoup plus au niveau entrepreneurial, disons-le ainsi, au niveau économique était le mot que je cherchais. Donc, on n'a comme pas le choix de se fier, nous, sur nos voisins du Sud, qui sont nos charmants voisins américains, pour faire ou ne plus faire le changement. Mais quand même, la majorité, sinon la totalité des experts sommeil s'entendent pour dire que le changement d'heure a beaucoup plus de désavantages que d'avantages. Bon, le changement d'heure printanier est plus, mon Dieu, très grand mot aujourd'hui, catastrophique que le changement d'heure à l'automne parce que d'avancer l'heure, en fait, au printemps, ça nous enlève réellement 1 heure de sommeil, hein, parce qu'on va passer ça se passe souvent dans la nuit de samedi à dimanche.
ce qui est une autre recommandation faite par la Société canadienne du sommeil. Pourquoi on ne fait pas ça dans la nuit du vendredi? Ça donnerait peut-être un petit peu plus de temps de se réhabituer au nouveau changement d'heure avant de rentrer travailler lundi, avant d'envoyer nos enfants en garderie, avant qu'ils aillent à la maternelle. Déjà là, en partant, ça semble qu'on sauverait bien du monde. Puis une autre recommandation que je trouve intéressante de la Société canadienne du sommeil, c'est de faire le changement d'heure plus proche des équinoxes où la portion lumière et obscurité sont plus égales. Donc, d'essayer aussi de modifier l'heure du changement d'heure, ça pourrait quand même avoir des impacts significatifs et positifs sur le sommeil de l'humain. Mais qui sommes-nous? Qui sont-ils, eux, la Société canadienne du sommeil, pour parler de sommeil avec le gouvernement du Canada? Tu as compris l'ironie dans mon ton. Il y a une foule d'experts, entre autres le docteur Charles Morin, qui est un genre de kingpin du sommeil ici au Québec. On est chanceux, particulièrement reconnu pour ses travaux sur l'insomnie, hein, qui a fait une recherche récemment qui aurait démontré que la thérapie cognitivo-comportementale, hein, ce qui est souvent un suivi en psychologie, avec des docteurs en psychologie pour rétablir les habitudes de sommeil, revoir l'hygiène du sommeil, etc., serait quasiment aussi efficace, sinon plus, je pense, que la pharmacologie, que la prise de médicaments. On aime Dr. Charles Morin. Et puis, il essaye vraiment de donner des recommandations à notre gouvernement du Canada, mais il semblerait-il que M. Justin Trudeau aurait des plus gros dossiers à gérer que le changement d'heure actuellement. Donc, on est vraiment non seulement des victimes, ou en tout cas, il faut qu'on suive absolument le Canada, parce que s'il y a des provinces qui décident de changer et des provinces qui ne décidaient plus de changer, ça ferait bien trop des gros écarts de temps, parce qu'on est quand même un grand pays sur plusieurs fuseaux horaires. Donc là, ça pourrait avoir des conséquences sur l'économie de notre pays. Même chose pour les États-Unis. Puis l'autre chose, c'est que nous, on est un pays très nordique. Donc, les heures de luminosité en période hivernale, automnale, sont grandement raccourcies par rapport, je dis n'importe quoi, mais à nos voisins mexicains. Et là, j'en profite pour mettre encore des points sur les i et des barres sur les t. Le Mexique fait partie de l'Amérique du Nord. Je répète, le Mexique fait partie de l'Amérique du Nord parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils parlent espagnol, ils font partie de l'Amérique centrale. Et le Mexique, c'est vraiment un pays qui appartient à l'Amérique du Nord, qui a, comme ils sont plus proches de l'équateur, et là, je te fais pas un cours de géographie, là, mais comme ils sont plus proches de l'équateur, c'est sûr et certain que la luminosité, l'obscurité, c'est moins impacté que nous, dans le nord du globe, là, tu sais, ferme tes yeux, imagine-toi la belle sphère, parce que oui, la Terre est ronde. Non, Suzanne, écris-moi pas me dire que la Terre est plate, là. Tu peux le croire, mais moi, j'y crois pas. Donc, comme on est dans les pays du Nord, nous, vraiment, on a des plus grandes variabilités de luminosité, ce qui fait que ça devient un peu plus compliqué aussi de rester en heure avancée, ce qui serait quand même problématique. La plupart des pays qui ont essayé de rester à l'heure avancée, j'ai le goût de nommer la Russie et les États-Unis, mais fais tes recherches avant de parler de ça, Suzanne, à ton prochain 5 à 7. Ils ont quand même vu des répercussions graves, particulièrement en période hivernale, sur le comportement des enfants. Tout au cours de l'année, c'est sûr que ça dérègle un peu les rythmes biologiques de l'horloge humaine. Fait que, l'heure avancée, ça serait pas top. Les recommandations sont encore à ce jour que l'heure normale serait le meilleur fuseau horaire pour l'être humain. Et comme je le dis, avant qu'on voit un changement dans tout ça, c'est très politique, c'est très même économique. Fait que, la Société canadienne du sommeil qui fait un travail extraordinaire a beau répéter les mêmes recommandations à chaque année, même j'ai goût de dire 2 fois par année, particulièrement au printemps parce qu'on perd 1 heure. On dirait qu'on a beau crier, mais on ne nous entend pas. Et là, je dis nous, je ne fais pas partie de la Société canadienne du sommeil, mais peu importe. Je me sens un peu dans cette famille qui prend des saines habitudes de sommeil, l'hygiène de sommeil, qui font un travail extraordinaire de recherche pour nous nourrir, nous, de recherche, les consultantes de sommeil qui n'ont pas ni la notoriété, ni les connaissances, bien entendu, ni le matériel, ni tout ce qu'on a besoin pour faire des recherches sur le sommeil, c'est eux qui les font, alors on les remercie grandement. Donc, changement d'heure qui existe quand même depuis la Première Guerre mondiale pour... ça avait le but, en fait, c'était d'utiliser le plus possible la lumière naturelle. Parce que là, je peux pas croire que je vais faire ça, mais je vais le faire quand même pour toi. Top Mob, on va parler de luminosité, puis on va parler du changement d'heure puis de chiffres. Je deviens mêlée à chaque année. Donc, si j'hésite, si je me trompe, on corrige et on se reprend. Là, ça fait quand même une couple d'années que je parle du changement d'heure. J'ai même eu la chance, il y a de ça, déjà 2 automnes, je pense, d'aller en parler à Salut Bonjour avec Ève-Marie Lortie. J'ai adoré.
mon passage à la télévision, maquillage, coiffure, toute la patente, c'était vraiment chouette. Fait que je m'en viens de plus en plus skillée pour parler du changement d'heure, mais des fois, je me trompe parce que, je reste humaine, même si ça fait 12 ans que je parle de sommeil à journée longue. Donc, pourquoi à la Première Guerre mondiale, en fait, on a voulu profiter de la luminosité extérieure? C'était évidemment pour éviter les coûts trop élevés dans l'électricité et faire des économies au niveau de la consommation, de l'électricité. Parce que en novembre, on recule l'heure. Donc oui, si ton enfant se lève à 5 heures, probablement que dimanche, le 3 novembre 2024, il se lèvera à 4 heures. Panique pas, je viens avec un mode solution. Après avoir terminé ce monologue sur ma passion sommeil, qui est le sujet aussi du changement d'heure. Donc, 7 heures, par exemple, prenons une heure plus plaisante, plus sexy à parler. 7 heures le matin devient 6 heures le matin. Donc, tu auras compris que la luminosité de 7 heures actuellement, ou du moment où tu écoutes le balado, ça va être la luminosité de 6 heures le matin. Fait que oui, il va faire un petit peu plus clair en se levant le matin, ce qui devrait quand même aider au lever. Parce que souvent, le reset, le petit bouton reset de nos rythmes biologiques se fait avec la luminosité du matin. Cependant, c'est pas très long qu'il va falloir noir quand même quand on va se lever parce que c'est inévitable. La période lumineuse chez nous au Canada, particulièrement au Québec, rétrécit grandement avec la période hivernale. La Première Guerre mondiale a eu lieu en 1914-1918, si je me trompe pas, la deuxième 39-45. 14-18, 39-45, oui. Donc, Première Guerre mondiale, 1914, on est rendu en 2024. Tu sais, j'ai l'impression qu'on a pris nos vieilles pantoufles, puis que là, on s'est dit, pourquoi se poser la question? Ils font encore. Mais là, il faudrait se penser à réaliser qu'il y a peut-être des petits trous au bout de nos pantoufles et qu'avec les données actuelles, idéalement, l'abolissement du changement d'heure serait vraiment ce qui serait le mieux pour l'être humain. Mais bon, j'ai pas le bras si large que ça, fait qu'on va attendre que le gouvernement se réveille pour faire un excellent jeu de mots sommeil. Donc, 2 fois par année, le changement d'heure, une fois au mois de novembre, une fois au mois de mars, je t'invite avec une association, une collaboration non officielle avec les pompiers de vérifier adéquatement les batteries de tes détecteurs de fumée et aussi si tu peux de tourner ton matelas d'un bout à l'autre, donc de haut en bas et de gauche à droite pour essayer de l'utiliser de façon la plus égalitaire possible. Si c'est des choses que tu peux faire au changement d'heure. Tu pourrais aussi faire le ménage de tes armoires. Tu sais, il y a des choses que tu peux faire à chaque changement d'heure qui sont un peu comme un repère dans le temps puisque ça arrive 2 fois par année. Donc, il n'y a pas juste du mauvais avec le changement d'heure. Des fois, ça peut nous aider à être un petit peu plus proactive dans les tâches qu'on néglige un petit peu plus souvent. Donc, changement d'heure, pourquoi ça affecte l'humain? Mais parce qu'on sait, hein, le sommeil, c'est bon pour les fonctions physiologiques, mais c'est bon aussi pour les fonctions psychologiques. Donc, dans les fonctions physiologiques, le sommeil aide à la récupération et à la restauration, à la croissance physique, au système immunitaire. Puis au niveau psychologique, c'est sûr que le contrôle des émotions et des humeurs, ainsi que le fonctionnement cognitif, comme l'apprentissage, la mémoire et les fonctions exécutives, genre prendre une décision, peuvent être impactés par le manque de sommeil ou une moins bonne hygiène de sommeil, le sommeil en moins de quantité et le sommeil de moins de qualité qui sont souvent interreliés, parce que souvent, moins on va dormir, moins le sommeil va être aussi de qualité. Bref, tout ça est d'une importance capitale quand même pour le fonctionnement humain. Et oui, le changement d'heure vient affecter la majorité des humains. Okay? Donc, autre fait cocasse que j'ai appris récemment sur le changement d'heure, c'est que souvent, on va se dire que « moi, le changement d'heure me rend dépressif. » C'est encore là, ça me rend dépressif. D'humeur un peu plus dépressive. Là, on n'est pas en train de faire des autodiagnostics de troubles de l'humeur dépressifs, mais quand même. C'est que, oui, effectivement, la luminosité peut venir jouer sur la gestion de tes émotions, la vitamine D, etc. Donc, oui, effectivement, on peut avoir une humeur un peu plus maussade en période automnale parce que la lumière vient impacter, effectivement, la gestion de nos émotions. Mais, souvent, on va dire que je deviens dépressif, mais en fait, c'est qu'il faut comprendre que le changement d'heure vient impacter souvent les clientèles plus vulnérables qui sont déjà à risque d'avoir des fluctuations d'humeur un peu plus sévères en période de changement. Fait que souvent, ça va venir exacerber. Ça, c'est un mot que je trouve tellement de fun à dire parce que j'ai vraiment de l'air très cultivé
l'Office de la langue française me pardonne un peu le titre anglophone de mes livres à chaque fois que j'utilise le mot exacerbé. Donc, c'est les clientèles qui sont déjà un peu plus vulnérables, qui vont avoir des effets un peu plus pervers du changement d'heure. Et tu sais, je veux dire, humain qui fonctionne relativement bien, qui n'a pas nécessairement trop de changements dans sa vie, qui n'a pas nécessairement d'autres impacts significatifs dans sa vie, pourrait être effectivement affecté par le changement d'heure. Mais tu sais, c'est quand même pas noir ou blanc. Tout ça, c'est souvent les gens qui sont déjà un petit peu plus fragiles. Et là, je n'entends pas fragile comme une fragilité comme dans tes faits. J'entends un peu plus fragile à ces changements-là, à ces impacts-là. Ben, ces clientèles-là peuvent être un peu plus touchées par le changement d'heure. Et pourquoi je parle de changement d'heure à chaque année? C'est parce que nos enfants, sans être nécessairement des petits êtres tant fragiles, sont quand même un peu fragiles à ces changements-là. Et puis qui dit, fragile, humain fragile, sommeil qui vient aussi impacter le tien. Fait que je trouve que c'est important de parler du changement d'heure chez Beden Urbaine pour te donner une foule de conseils pratico-pratiques. Donc, j'espère que ce module théorie t'a intéressé un tant soit peu. Avec le temps, depuis 2012, comme je le disais un peu plus tôt dans le balado, je parle de sommeil à journée longue. C'est vraiment devenu chez moi une passion. Je suis devenue une passionnée sur le sommeil. Puis j'aime bien te donner de l'information sans nécessairement avoir comme objectif de faire de toi une consultante sommeil ou une experte sommeil. Ça, l'expertise sommeil, on va laisser ça aux gens qui font la recherche, aux gens qui portent le titre de docteur. Je ne suis qu'une vulgaire consultante sommeil. Fait que le but, c'est pas nécessairement de te donner de l'information sommeil pour faire de toi une experte sommeil, c'est bien plus pour que tu puisses comprendre puis avoir des choses à dire sur le sommeil si ceci t'intéresse un temps soit peu. Fait que là, j'essaye tranquillement mais sûrement de te passer le flambeau de ma passion. Mais je vais surtout revenir au sujet principal de cet épisode de balado qui est de te donner des trucs pratico-pratiques pour le sommeil de ton enfant. Donc, truc numéro 1, ou en tout cas le sujet numéro 1 que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est la routine. On en parle souvent. C'est pas un nouveau mot dans le vocabulaire Beden Urbaine que de vouloir de parler de routine. Cependant, dans des périodes de grands changements, là on parle du changement d'heure, ce sera aussi fait pour l'intégration à la garderie, un déménagement, l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Tu sais, ces périodes trigger point-là, ces périodes de grands changements-là, ton enfant devient encore plus vulnérable dans sa vulnérabilité déjà existante. Donc, c'est important de focusser encore plus sur la routine, de conserver les repères existants dans sa routine, parce qu'il y a plein de choses qui changent autour de lui. Fait qu'on va essayer de contrôler ce qu'on contrôle ou ce qu'on est capable de contrôler. On se souvient que la routine, c'est une courte activité qui dure entre 15 à 30 minutes. Fais-moi pas une routine d'une heure et demie, c'est quelque chose que tu fasses du lundi au dimanche. C'est sûr que le vendredi soir, tu as peut-être un petit peu plus le goût d'aller t'installer devant ta télésérie Netflix. Donc, si tu te ramasses avec une routine d'une heure et demie et que tu essaies de botcher ça le vendredi soir parce que tu as ta semaine dans le corps, ben c'est sûr que c'est déstabilisant pour ton enfant, ton bébé, peu importe son âge, on parle bien du sommeil 0,5 ans ici, et même une routine qui change trop d'une journée à l'autre, ça peut devenir déstabilisant pour la plupart des êtres humains. Donc, on essaie de garder la routine constante du lundi au dimanche, donc une activité de 15 à 30 minutes qui n'inclut pas nécessairement le bain parce que le bain est recommandé un soir sur deux par nos infirmières du CLSC, mais une courte routine d'activité qui va te permettre de te connecter à ton enfant, de venir créer un lien d'attachement, de venir te déposer, avec lui, déposer tes émotions, te connecter, te concentrer, venir vraiment sécuriser, comme dirait mon amie Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice, venir sécuriser ton enfant, venir lui montrer que tu es là pour l'écouter, pour accueillir ses émotions, pour l'accompagner, remplir son réservoir affectif. Et B, qui est une série d'activités qui va lui permettre, lui, d'utiliser cette routine de dos-là comme un synchroniseur de sommeil. Un peu comme la lumière, l'activité physique, les heures de repas, les activités sociales sont des synchroniseurs pour le sommeil à l'âge adulte. Ben lui, sa routine de sommeil, c'est son synchroniseur de temps à lui. C'est ce qui lui permet de réaliser quelle heure est-il dans ma journée et qu'est-ce qui s'en vient par la suite. Parce que l'humain n'aime pas être pris au dépourvu devant « Hey, on s'en va ». J'aime mieux que tu me dises « On s'en va à 19h », je vais m'assurer que toutes les étapes pour me rendre à la sortie soient prêtes et réalisables pour 19h. C'est un peu le même principe avec ton enfant. Cette routine-là est importante de base
pour le sommeil paisible et les saines habitudes de sommeil de ton enfant, mais particulièrement pendant les périodes de changement, donc effectivement, le changement d'heure. Donc, focusser à sécuriser cette routine-là et à la modifier le moins possible. Et là, je ne suis pas en train de te dire de ne pas sortir de chez vous pendant la période du changement d'heure. Je suis en train de te dire d'essayer de contrôler ce que tu contrôles. Et que si tu as, par exemple, un souper chez ton amie Julie, tu peux canceller le souper chez ton amie Julie. Tu peux peut-être partir plus tôt du souper chez ton amie Julie. Tu peux peut-être inverser les rôles et dire « Hey Julie, je vais te recevoir à souper pour essayer de garder mes enfants dans leurs repères sommeil, dans leurs habitudes à eux, dans leur environnement sécurisant. » Ou tu pourrais tout simplement dire « écoute, on va essayer de reproduire quand même la même routine chez mon amie Julie à quelque chose près pour essayer de garder les mêmes repères, les mêmes synchroniseurs de temps pour mon enfant. » Okay? Fait que la routine de dodo est particulièrement importante en période de transition, même si elle l'est un peu tout le temps, particulièrement dans ces périodes de changement-là. Je t'invite à y porter une attention particulière. Pourquoi le changement d'heure affecte notre sommeil? C'est surtout avec la fameuse luminosité. J'en ai parlé un petit peu plus tôt dans le balado. Souvent, l'horloge interne se fait un reset avec la luminosité le matin. Okay? Donc, pendant quelques temps, ça va quand même aller mieux parce qu'il va faire plus clair quand on va se lever le matin. Il va faire aussi plus noir, quand on va sortir du bureau. Parce que la luminosité de 5 heures en ce moment devient la luminosité de 4 heures. Donc, si tu sors à 5 heures, il fait déjà une heure plus noire qu'au moment où tu écoutes ce balado. J'espère que tu me suis jusqu'à maintenant. On dirait que quand tu parles du changement d'heure puis tu mets des chiffres dans ma tête, ça devient extrêmement confus. Ça devrait devenir plus clair, ça devrait devenir plus stable puisqu'on met des chiffres avec les concepts, mais pourtant, moi, j'ai toujours peur de me mettre le pied dans la bouche. Mais là, je pense vraiment l'avoir bien fait. Fait que c'est un peu ça, la luminosité qui vient affecter nos rythmes biologiques, puis nos rythmes biologiques d'éveil et de sommeil qui, en fait, font partie de notre horloge circadienne, notre horloge interne. Là, on s'en va vers un petit bout de théorie, mais laisse-moi 37 secondes pour t'expliquer tout ça si tu n'as jamais entendu parler de tout ça. Notre horloge interne, notre horloge circadienne qui fonctionne avec la luminosité. Encore une fois, le but, c'est pas de faire de toi une experte sommeil ni une consultante sommeil, mais il faut que tu comprennes que, en fait, quand l'œil et la glande pinéale reçoit de la luminosité, la sécrétion de mélatonine est inhibée. On dirait que je me cherche une approbation de l'Office de la langue française. Mais inhibé, ça veut dire qu'il n'y a plus de mélatonine. La sécrétion de mélatonine se stoppe avec la luminosité. C'est pour ça que souvent, un des trucs sommeil qu'on va te donner, c'est achète des rideaux blackout. Et là, j'ai le goût de te dire, si tu as besoin de rideaux blackout, tu appelles mes amis Projet de style qui ont installé chez moi des toiles solaires et des toiles blackout, particulièrement dans la chambre de mon adolescent, qui, à l'adolescence, ça, c'est un autre combat. C'est un autre, entre guillemets, trouble sommeil. Ils veulent plus se coucher, ils veulent plus se lever. Mais Jacob Olivier, de mon garçon de 14 ans, au moment où j'enregistre l'épisode de balado, a maintenant une toile blackout noire dans sa chambre. Et honnêtement, quand j'entre dans sa chambre et que la toile est descendue, la première chose que je fais, c'est ouvrir la toile parce que sinon, honnêtement, je vois rien. Jacob Olivier n'ayant pas de plafonnier dans sa chambre. Ça te complique un peu mes déplacements dans sa chambre avec la toile blackout. Tout ça pour dire que oui, je viens de faire du placement de produit pour mes amis de Projet de style parce que j'ai adoré le service et j'ai adoré aussi le produit. Je me suis même commandé des toiles qui descendent automatiquement avec un contrôle. C'est vraiment très chouette. Je me prends un peu pour James Bond à chaque fois que je monte et descends mes toiles. Donc, on parle souvent des toiles blackout parce qu'effectivement, le matin, quand le soleil se lève, si ton enfant est à la transition entre des cycles de sommeil, qu'il a le, entre guillemets, malheur de s'ouvrir un peu l'œil pour se rendormir, mais qu'il s'aperçoit que c'est le jour, ben ton bébé homo sapiens, souvent, peut vouloir commencer sa journée. Et comment commencer une journée mieux que d'appeler son premier répondant pour une dose d'amour, de câlin, un petit coup d'allaitement, un petit biberon, etc. Fait que c'est un peu la luminosité qui est le synchroniseur le plus important du sommeil, bien entendu. C'est pour ça que le changement d'heure va venir affecter le sommeil parce que, en fait, la luminosité puis le changement d'heure fait que faut réajuster nos rythmes biologiques de 1 heure en l'espace de 1 nuit. Alors que, parce que, tu sais, je veux dire, le changement de luminosité existe depuis que le monde est monde, mais si on suivait quand même le rythme normal de la planète autour du Soleil, moi, j'ai eu un buzz, je veux dire, la planète tourne bien autour du Soleil. Oui, Marie, là, quand même,
ce n'est pas un cours d'astrologie, mais ce serait bien que je vous montre que j'ai quand même des notions astrologiques de base qui sont quand même imprégnées dans mon cerveau. Donc, la Terre tourne autour du Soleil depuis que le monde est monde. Ça fait que la luminosité change depuis l'homme des cavernes. L'homme des cavernes ne changeait pas l'heure, puisque on vient de se le dire, le changement d'heure a commencé pendant la Première Guerre mondiale. Mais pourquoi ça n'affectait pas le sommeil, ou en tout cas le sommeil était moins affecté par ce changement de luminosité-là? C'est qu'on parle d'un 2-3 minutes de changement de luminosité par jour et non pas 1 heure en l'espace d'une fin de semaine. En plus que le changement d'heure se passe déjà dans une période où il faut s'adapter au manque, ou en tout cas à la baisse de luminosité automnale versus la luminosité estivale, ben, c'est sûr et certain que ça vient quand même impacter le sommeil de l'humain en général. Hein? Bon, là, bien entendu, on a toujours une Suzanne dans notre entourage qui, elle, n'est pas affectée du tout. Le changement d'heure n'affecte en rien Suzanne. Suzanne est au-dessus de tout ça. Le changement d'heure, la luminosité. Suzanne, elle est Téflon. Suzanne, c'est une guerrière. Ça prend toujours des exceptions pour confirmer des rêves, puis c'est vrai. Là, je fais un peu des blagues avec Suzanne qu'on aime bien, qu'on adore, en fait. Suzanne qui a son opinion surtout. Mais que ferions-nous sans Suzanne pour nous challenger avec ses propres opinions? Donc, c'est vrai qu'il y a des humains qui ne seront pas, ou du moins affectés que le changement d'heure. C'est un peu la même chose avec les décalages horaires. Quand on parle de décalage horaire pour les voyages, c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui sont moins impactés par ça, mais force est de constater que l'humain en général est quand même impacté par le changement d'heure, parce que tu sais, le changement de 1 heure, hein, ça affecte quand même les fonctions nerveuses du corps. Fait que c'est sûr et certain que veut pas, l'humain en général est impacté par le manque de sommeil. Donc, comment contrer un peu les effets collatéraux, les effets pervers de ce changement d'heure? Ben, c'est sûr et certain que dans la parentalité en soi, d'être flexible et de se permettre une période d'adaptation, c'est quand même un beau cadeau à s'offrir, OK? De ne pas penser que du jour au lendemain, on est capable de reprogrammer nos petits homo sapiens d'1 heure. Fait que de prévoir, ce sera toujours le mieux, hein? Comme le disait, et comme le dit probablement encore un professeur à l'université que j'ai adoré, Dr. Georges Tarabulsi, professeur de mon cours sur le développement de l'enfant 0,5 ans, 0,12 ans, peu importe, cours de développement de l'enfant, disait la meilleure intervention est toujours celle qu'on mettra en place avant l'arrivée du problème. Donc, c'est pour ça que ce balado-là est mis en onde un peu avant le week-end du changement d'heure pour que tu puisses prévenir, en fait, ce changement d'heure. Okay? Donc, on reste flexible et on s'adapte. Là, on tombe dans les chiffres parce que ça me prend des chiffres pour t'expliquer ce que je veux t'expliquer pour mieux s'adapter au retour à l'heure normale, au fait qu'on recule du temps. Okay? Je commence par le matin. Donc, si ton enfant se lève présentement, on va te mettre ça très beau, à 6h30 le matin. Ben, c'est possible que le dimanche 3 novembre se réveille à 5h30 le matin. On a reculé l'heure. Donc, ton 6h30 le matin devient 5h30. Idéalement, dans le meilleur des mondes, tu te munis d'un cadran lumineux. On préfère et on adore la marque Oli. Oli qui est le petit hibou, qui est une marque québécoise. C'est pas fabriqué au Québec, on se mentira pas, mais quand même, pourquoi j'aime particulièrement le Oli? Il est rechargeable, il est sécuritaire et il a aussi un code couleur, ce que la majorité des cadrans lumineux n'ont pas. OK, oui, plus dispendieux que la marque la plus populaire, mais quand même. Le code couleur qui fait que la lumière rouge peut indiquer à ton enfant que c'est l'heure de dormir. Lumière orange qui peut indiquer à ton enfant que tu peux être réveillé, mais tu restes dans ton lit. Et la lumière verte, tu peux venir me rejoindre. Tu peux te réveiller, c'est maintenant le jour. Bon, bien entendu, cadran lumineux qui est utile quand ton enfant connaît les codes couleurs, qui est en mesure de comprendre des consignes simples, bien entendu. Donc, on parle bien aux alentours de 18 mois, 2 ans, peut-être un petit peu plus tard, même chez certains enfants. Ce n'est pas un concours de performance. Puis ce n'est pas parce que ton enfant comprend le fonctionnement du Oli plus tôt que ça fait nécessairement de lui un futur astronaute, mais quand même, ça prend quand même des connaissances de base, ne serait-ce que de connaître les couleurs pour utiliser un cadran lumineux. Et ça peut quand même aider ton enfant, encore une fois, à mieux comprendre son espace-temps. N'oublie pas qu'il n'a pas de montre au poignet et que son seul désir au moment où il ferme les yeux est de les ouvrir à nouveau pour aller te rejoindre pour une autre journée magnifique.
Hein? Donc, le cadran lumineux peut être aidant, mais c'est surtout, encore une fois, de le voir en prévention, de le faire progressivement. Donc, ton 5h30, on peut essayer d'étirer le mode nuit jusqu'à, par exemple, 5h45 pendant 3, 4, 5 jours. Puis après ça va être 5h50 sur 3, 4, 5 jours. Puis 5h55 sur 3, 4, 5 jours. Fait que de le faire progressivement jusqu'à arriver à une heure que je pense raisonnable de 6 heures. Encore une fois, Suzanne va me dire, mais oui, mais moi, mon enfant se lève tôt, puis c'est le même, puis pourquoi 6 heures? Moi, je trouve que 6 heures, c'est une heure psychologiquement raisonnable pour se lever en tant que parent. Et si toi, Suzanne, tu aimes ça te lever à 5 heures avec tes enfants, j'ai absolument rien contre ça. De toute façon, je le dirai jamais assez, la philosophie urbaine, c'est pas d'uniformiser le sommeil de tous les enfants de la planète, c'est de te donner des outils quand tu en as besoin. Mais c'est surtout l'important de ce truc-là, c'est de pas passer du jour au lendemain, d'essayer de contraindre ton enfant dans son mode nuit, dans son espace sommeil pendant 1 heure de temps. C'est éreintant pour lui, pour toi. C'est souvent pas quelque chose qui va être soutenable dans le temps. Fait qu'à un moment donné, tu vas finir par te dire « so be it, on se lève à 5h30, voici notre rythme pour la période hivernale ». Ce qui pourrait être ta décision aussi. C'est quelque chose qui t'appartient à toi, OK? Mais si ce n'est pas ton rêve de te lever 1 heure plus tôt que d'habitude, ben d'essayer progressivement d'étirer le mode nuit serait ton meilleur ami. Un cadran lumineux pour aider ton enfant à garder ses repères. Bien entendu, on parle bien d'un tout petit et non pas d'un bébé. Pour la routine du soir, encore une fois, tu pourrais être tenté de ton enfant se couche à 19h, on va le coucher à 18h, qui est le nouveau 19h. Oui, les premiers soirs, idéalement, c'est ça que tu fais. Parce que d'étirer un enfant pour atteindre le point fatidique où il est tellement fatigué qu'il ne se comprend plus, ça peut être une bonne option si tu accompagnes ton enfant jusqu'à endormissement total. Okay? Donc, si tu lui donnes, là, on parle plus des bébés, mais quand même pour nos tout petits, toutes les composantes de la continuité sensorielle transnatale, c'est-à-dire de recréer le plus possible l'environnement intra-utérin par le mouvement, la chaleur, la proximité, la succion de biberon, allaitement. Mais si tu attends à d'avoir une très grande pression au sommeil, hein, parce que l'éveil et le sommeil fonctionnent en symbiose, c'est ce qu'on appelle un processus homéostasique. Encore une fois, merci Office de la langue française, un processus d'équilibre. Ben, c'est sûr et certain que si tu attends que la pression au sommeil qui commence à s'accumuler dès le petit matin soit très forte, mais que tu accompagnes ton enfant vers un endormissement paisible et sécurisant, possible que ça fonctionne. Mais si on parle d'autonomie du sommeil, de s'auto-apaiser, d'un abandon autonome vers un sommeil paisible, vers les bras de Morphée, si tu attends un point de non-retour où ton enfant est en extrême fatigue, c'est possible que ça aille un petit peu moins bien. Non. Puis, autre chose, ben, de pousser un enfant, d'étirer pour qu'il s'endorme plus rapidement, c'est quelque chose, c'est un plan de match qui peut fonctionner sur quelques jours, mais souvent à moyen long terme, c'est pas nécessairement qui va être favorable pour les habitudes de sommeil d'un enfant, puisque ce concept-là est un très grand concept d'adultomorphisme, en fait, de penser que le sommeil de l'enfant est égal ou est semblable. Certaines similarités, certes, mais quand même différent du sommeil de l'adulte. Fait que l'adultomorphisme, c'est de penser que les trucs qu'on met à l'âge adulte, qu'on pratique ou qu'on intègre à l'âge adulte, vont être aussi efficaces que pour les enfants. Donc, ça, de fait de repousser l'heure du sommeil, l'heure du dodo, l'heure du coucher, l'heure de l'endormissement, c'est un concept qu'on va utiliser pour les gens qui souffrent d'insomnie pour augmenter ce qu'on appelle l'efficacité du sommeil. Donc, il y a des approches qui vont vous dire, ben, fais ça avec ton enfant parce que ça fonctionne pour les adultes. Certains enfants vont être très réceptifs, mais il faut quand même thinking out of the box pour ceux qui le sont. Donc, mon truc pratico-pratique ou mon truc bedaine urbaine pour essayer de repositionner l'heure du sommeil à la nouvelle heure normale qu'on a reculé, mais ce serait de dire, le premier soir, on va peut-être se coucher à 18h05, 18h10, dans 3, 4, 5 jours, on va te coucher à 18h15, 18h20. Dans 3, 4, 5 jours, on va te coucher à 18h20, 18h25. Et progressivement, revenir vers l'heure de dodo habituelle pour repositionner l'enfant sur le fuseau horaire dont il a l'habitude de dormir. Donc, il a l'habitude de dormir. Je suis pas sûre que c'était vraiment la meilleure façon de phraser ça, mais je sais que tu m'as compris. OK? Principalement pendant cette période de changement, bon, on l'a dit avec la routine, de conserver les repères qui sont déjà existants pour faciliter cette transition-là pour ton enfant.
est de mise, mais l'idée de base, ça va être de garder la même quantité d'heures de sommeil. OK? Fait que là, pendant cette période de transition-là, plutôt que de focuser sur l'horaire d'horloge, focus sur le nombre d'heures de sommeil. Si le nombre d'heures dormies reste sensiblement le même, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes avec cette transition. Autre chose, on va se parler des siestes, parce que là, on a parlé plus du sommeil du tout petit avec le haut lit, mais c'est la même chose pour les siestes avec les tout petits, sieste qui peut devenir facultative aux alentours de 3 ans. Ton bébé Homo sapiens ne le sait pas, donc tant qu'il en a besoin, tu intègres ou tu laisses la sieste de l'après-midi dans l'horaire. Mais c'est particulièrement pour cette raison-là, et plein d'autres raisons qui sont plus expliquées par le développement global de l'enfant. Fait que chez Beden Urban, plutôt que d'utiliser un horaire très fixe de sieste, on va utiliser le nombre d'heures d'éveil moyen par tranche d'âge. Donc, si tu utilises le même nombre d'heures d'éveil par tranche d'âge pour avoir un horaire de sieste dans la journée, ben, tu auras compris que ton horaire de sieste ne sera pas tant impacté par le changement d'heure parce que si tu ne te fies pas à l'heure de l'horloge, mais bien à la durée d'éveil entre tes siestes, tu auras compris que c'est plus facile de gérer les siestes pendant cette période de transition-là qui est imposée par le changement d'heure. Et bien entendu, comme je l'ai dit avec le sommeil de nuit, l'idée c'est de garder sensiblement la même quantité d'heures dormies pour les siestes aussi, pour éviter ce qu'on appellerait un manque de sommeil accumulé. Manque de sommeil accumulé qui peut avoir quand même un grand impact sur les habitudes de sommeil en général de ton enfant, soit des réveils un peu plus bougons, des siestes écourtées, des nuits plus courtes, des nuits plus entrecoupées, des périodes d'éveil pendant la nuit qui sont très longues et un réveil très tôt le matin. Tout ça peut être effectivement causé par le manque de sommeil qui s'accumule. Donc, on ne se souhaite pas que le manque de sommeil qui s'accumule s'installe dans la maisonnée. Fait qu'on focus vraiment sur la quantité de sommeil et non pas tant sur l'horaire. Voilà tout ce que j'avais à te donner comme conseil pour le changement d'heure qui un jour, j'en suis convaincue, mais j'espère voir ça de mon vivant, sera aboli. Parce que comme on se l'est dit, maintenant, le changement d'heure, c'est devenu quelque chose qui est complètement dépassé, qu'on n'a pas besoin en temps réel parce que, en fait, c'est l'économie de bout de chandelle parce qu'on a mis ça en place pour faire des économies d'électricité pendant la Première Guerre mondiale, mais ça a amené quand même d'autres dépenses significatives dans d'autres sphères d'activité de l'humain. Finalement, on n'économise plus rien, on fait juste modifier ou transférer le problème de place et puis force est de constater qu'avec les recommandations de la Société canadienne du sommeil concernant le changement d'heure, il y a beaucoup plus de désavantages que d'avantages, que de procéder au changement d'heure, particulièrement celui au printemps, mais quand même celui à l'automne, qui peut venir impacter le sommeil de nos petits humains ou des humains en général qui sont un peu plus... J'aime pas le mot fragile parce que le mot fragile peut avoir une connotation très négative, mais qui sont un peu plus affectés, en fait, par les changements en général. Alors, je te souhaite, dans la nuit du 2 au 3 novembre, un excellent changement d'heure. Comme je le disais, ton téléphone intelligent devrait faire la job, devrait modifier par lui-même l'heure. Et puis, bien entendu, si tu as des difficultés à restabiliser l'horaire de ton enfant, tu sais où nous trouver, bedenurban.com. Et là, essaie de ne pas m'appeler en février pour me dire depuis le changement d'heure en novembre. Tu sais, idéalement, si tu vois qu'au bout de 2-3 semaines, tu as encore de la difficulté à remettre ton enfant sur un fuseau horaire qui favorise le bonheur familial dans ta maisonnée, ne tarde pas trop à appeler Beden Urban ou à trouver des outils pour t'aider à améliorer tout ça. Je te dis à très bientôt, Top Top Mom, et je te souhaite un excellent changement d'heure automnal. Hey Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.